Bonjour à vous tous, merci d'être présents avec nous. Mon nom est Abdana Poukou et je suis chef de plaidoirie pour la prévention. Aujourd'hui, cette session va être très très bonne session et j'ai avec moi mon co-modérateur professeur Jean-Louis Ndiaye et il est de l'université de Diès. Il est à côté, à droite de l'image, il est professeur de posotologie, juste pour à quelques règles avant vous avez de l'interprétation en simultané disponible. Merci Abena. Bonjour, bienvenue à tout le monde pour cette session qui parlera justement de comment soutenir, comment pérenniser les outils digitaux en utilisant l'exemple des pays. Donc, on va commencer la session par trois grands conférenciers que nous avons et nous avons le plaisir d'accueillir chez nous professeur Aurore Oguyemi Unto, qui est également professeur de parasitologie, qui est une de mes collègues au niveau de la Société africaine de parasitologie. Elle est du Bénin et elle a été coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Nous aurons également avec nous Dr Eugène Lama, un autre coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme de la Guinée. Eugène est spécialiste en santé publique, également en épidémiologie. Il a travaillé à Catholic Relief Service avant de rejoindre le programme national de lutte contre le paludisme de la Guinée, où il fait d'excellentes choses. Et enfin, le troisième speaker, ça va être Diko Bondele de PAS, qui est le Monitoring and Evaluation Manager dans le programme sur les maladies tropicales négligées. Vous avez en face de vous, vous avez une flèche rouge, vous appuyez sur l'interprétation et vous pouvez choisir votre langue de prédilection. La session est enregistrée. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez quitter cette session, mais j'espère que vous resterez avec nous. Je vais donner la parole à Jean-Louis qui va continuer ou qui va présenter le reste des intervenants. Merci Abena. Nous allons commencer avec le professeur Oder, qui est du Bénin, qui va nous parler concernant son expérience au Bénin. Merci beaucoup. Alors, professeur, la parole est à vous. Ok, merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs et les partenaires pour l'opportunité donnée au Bénin de partager les expériences de l'utilisation d'éthique pour les campagnes haïtiennes SMC et le futur, en termes de défis et leçons apprises pour la durabilité et le plaidoyer. Nous avons fait la présentation selon le plan qui est présenté. Et pour introduire, nous disons que la campagne de masse consiste à une distribution à grande échelle à toute la population, soit des médicaments ou des moustiquaires. La digitalisation des campagnes adoptée par beaucoup de pays des années passées ou campagnes de masse numérisées consiste en l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sur tout le processus de la campagne, depuis la formation des agents jusqu'à la distribution proprement dite. Le Bénin a expérimenté la campagne digitalisée des moustiquaires en 2020 et 2 campagnes CPS en 2020 et 2021. Les avantages de la digitalisation sont énormes, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Nous pourrons y revenir dans les discussions parce que ce n'était pas vraiment l'objet de ma présentation, mais je veux juste préciser que les avantages sont notés à divers niveaux, aussi bien au cours de la formation, lors du dénombrement, lors de la distribution, au cours du paiement des acteurs et également dans la gestion des stocks. Maintenant, pour en venir proprement au défi. Le premier défi, c'est de pouvoir faire le point de la présence effective des agents durant la formation. Actuellement, l'outil digitalisé nous permet de marquer les agents à l'entrée et à la sortie des formations. Mais le temps passé vraiment n'est pas chronométré. Donc, ici, on peut avoir une idée du temps passé par les agents, ce serait bien. Il y a également le défi du fonctionnement continu de la plateforme pendant la mise en œuvre, parce qu'il arrive que nous ayons des surcharges de la plateforme entraînant des difficultés d'enregistrement online. Il y a le défi de la couverture
en réseau GSM et Internet pour synchronisation des données en temps réel parce que nous savons que nos campagnes se réalisent dans des zones reculées où il n'y a vraiment pas de réseau, et si réseau Internet pour GSM, mais si on veut faire une campagne nationale digitalisée, il faut relever ce défi, de même que la couverture en électricité pour la recharge des smartphones à temps. Le défi également, c'est au niveau de l'identification des fraudes, parce que l'outil digitalisé nous permet aujourd'hui, lorsqu'il y a un dysfonctionnement quelque part, surtout en matière de CPS, de dire qu'il y a un dysfonctionnement dans une zone. Mais on n'arrive pas à savoir quel est le dysfonctionnement, quel est le problème qui se pose. Si déjà avec l'outil, on peut arriver à dépister les administrations virtuelles, par exemple des médicaments, lors de la CPS, les gens qui restent sous les arbres et qui administrent les médicaments au smartphone, ce serait intéressant. Il y a également la disponibilité d'agents techniques dans les villages. Nous travaillons dans les villages assez reculés et pour manipuler l'outil digitalisé, il est important que nous ayons des agents qui ont quand même un minimum, un peu d'instruction, ce qui parfois est difficile à retrouver dans certains villages. La rigueur également dans la sélection des agents en matière de pièces d'identité, le numéro activé pour recevoir les transferts d'argent, c'est important. Sinon, après, c'est difficile de les payer. Or, ces problèmes se posent vraiment dans les régions reculées où les agents recrutés n'ont pas souvent de pièces. Enfin, le défi majeur reste la réduction du coût de la digitalisation pour permettre de pérenniser des campagnes digitalisées. En matière de leçons apprises, nous avons appris qu'il fallait une disponibilité en eau suffisante de powerbank solaire pour recharger à temps, de prévoir du carburant pour les groupes électrogènes d'information sanitaire, parce que, comme je l'ai dit tantôt, nos campagnes se réalisent dans des zones reculées et des formations sanitaires même qui n'ont pas d'énergie électrique en temps réel et qui fonctionnent sous groupe électrogène. Pour ne pas être confronté au problème du déficit du carburant, nous prévoyons, avant de démarrer la campagne, du carburant pour ne pas avoir à interrompre les chargements d'appareils. Il y a également la supervision rapprochée qui est importante pour surveiller les agents contre les mauvaises pratiques. Et ceci se fait par la mise à disposition des superviseurs de proximité, des données de couverture en temps réel, mais également l'utilisation du dashboard qui est la plateforme par les superviseurs de proximité pour réagir de façon prompte et en temps réel. Il y a également la nécessité de disposer d'agents techniques de remplacement en cas de désistement de renvoi. Puisque pour manipuler l'outil, l'agent technique a besoin d'un minimum de formation. Si on ne les a pas en remplacement, en cas de désistement, et ça arrive, de renvoi pour une fraude par exemple, on a du mal à les remplacer. Or, la campagne CPS qui se fait en 3 jours, si on traîne, on ne trouve pas de remplaçant, ça peut perturber la campagne. Il y a également la nécessité d'avoir les agents du système de santé qui soient impliqués tout au long du processus directement de la digitalisation, parce qu'actuellement, la digitalisation semble être un système parallèle et nous avons vu qu'en impliquant les agents du système de santé, les choses se passent mieux. Il faut tester l'outil avant la mise à l'échelle afin de détecter, de corriger certaines difficultés, surtout pour la CPS qui ne dit que 3 jours, il faut avoir vraiment tout au point. Le débriefing journalier qui permet de faire une appréciation journalière des zones non couvertes et délaissées et pouvoir réajuster déjà le lendemain. Les erreurs d'écriture de l'identité du bénéficiaire ou des parents ne donnent pas accès à l'enregistrement. Et également, il faut que nous ayons l'assurance que tous les smartphones sont chargés et synchronisés avant le démarrage journalier pour permettre que le travail démarre, tous les agents démarrent au même moment. Ce qui fait que la plupart du temps, on fait une synchronisation la veille pour la plupart des appareils et le lendemain, le travail démarre de plein pied. En matière de perspective, nous pensons qu'en évoluant vers la prise de l'empreinte digitale des bénéficiaires comme la clé d'accès à l'outil digitalisé peut résoudre un certain nombre de problèmes, comme les fraudes, par exemple, qu'on reste sous un arbre et qu'on distribue les médicaments au smartphone, ou bien les erreurs d'écriture de nom.
La perspective aussi doit être la couverture géographique des réseaux GSM en Internet si nous voulons pérenniser la digitalisation. Sinon, il y aura des zones qui ne pourront pas bénéficier de cette innovation-là. Maintenant, la perspective, c'est la pérennisation de la digitalisation des campagnes qui faire en sorte que la digitalisation soit un outil des campagnes de masse. Et ceci passe par la volonté affichée des pays, la sensibilisation des partenaires sur les avantages de la digitalisation, l'intégration de la digitalisation des campagnes dans le système de santé national, que ce soit corps intégré, une fois pour de bon, afin de réduire notablement les coûts et de faire une mobilisation des ressources financières en conséquence. En conclusion, nous pouvons dire que la digitalisation est un outil permettant d'améliorer et de rendre fiables les campagnes de masse. C'est une innovation qui fait appel à de nombreux défis dont la résolution est nécessaire pour que le rôle d'aide de cet outil dans les campagnes puisse être une réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On voit les défis, mais on voit aussi beaucoup de leçons apprises, en tout cas le succès qu'a eu cette campagne que vous avez menée avec la CPS, utilisant donc les outils digitaux. Nous allons passer à la deuxième présentation qui nous sera faite par Diko Bondele, et qui va nous parler un peu de l'expérience, en tout cas de l'utilisation des outils digitaux dans la République démocratique du Congo. Comment ça peut être intégré à travers les programmes, comment la République démocratique du Congo peut en tout cas mettre à échelle et soutenir donc l'utilisation de ces outils digitaux en vue d'une pérennisation au niveau national. Ok, merci beaucoup pour la parole. De prime abord, nous tenons à remercier les organisateurs d'avoir pensé à la RDC pour les partages de notre expérience par rapport à la pérennisation des outils digitaux dans une perspective nationale. Next, la suivante. Ok, dans cette présentation, nous allons aborder 3 questions. Et la première, c'est de savoir s'il est facile d'utiliser les outils digitaux en RDC et comment la RDC intègre-t-elle les données entre les programmes. Et ensuite, comment la RDC entend-elle développer et pérenniser l'utilisation des outils digitaux. OK. Au-delà de l'adoption de politiques de la santé digitale depuis 2014 au niveau de la RDC, à ce jour, les pays demeurent encore dans la phase pilote de l'implémentation des outils digitaux. De nombreux projets utilisent les outils digitaux de collecte mobile de données, tels que Comcare, Service CTO, DHS2, ODK et EROS. Et tous ces outils sont limités à la portée et au temps de vie des projets. Et bien que les outils digitaux soient utilisés, cependant, il y a encore 2 dimensions de la qualité des données qui demeurent en souffrance, à savoir l'exhaustivité et la promptitude causées par la formation et la qualification inadéquate des prestataires de santé. OK. Au travers de collaboration des partenaires avec les pays, donc les PNLP et les centres des opérations d'urgence, on peut bénéficier du développement des dashboards intégrant les réels besoins du pays en termes de visualisation et analyse des données pour soutenir la réduction de la charge du paludisme et d'accroître l'efficacité des interventions de la lutte contre le paludisme. Et par rapport à ces dashboards, c'est aussi en phase pilote, donc il y a déjà au niveau national, les acteurs du niveau national du ministère de la Santé sont autonomisés dans l'utilisation de ces dashboards. Et là, les pays ont déclenché le pilotage de ces dashboards au niveau de la province de Haut-Katanga, où tous les cadres du ministère de la Santé au niveau provincial, au niveau de cette province, sont formés par rapport à l'utilisation de ces dashboards. Et là, les feedbacks sont très positifs par rapport aux analyses des données et la prise de décision au niveau provincial. Par rapport à l'intégration des données, là, nous notons également la collaboration avec les partenaires techniques et financiers qui a permis le développement et l'adoption
le DHIS2 comme la principale base de données de la RDC pour le système national d'information sanitaire. Et le DHIS2 est déployé à 100% des zones de santé du pays, faisant un total de 519 zones de santé, où les gestionnaires des données des zones de santé encodent chaque mois les rapports papier des centres de santé dans DHIS2. Ici également, il est signalé que l'existence au niveau pays de la plateforme d'intégration des données, OpenExa, pour le traitement des données paludisme et différentes sources de données, notamment DHIS2, base de données, ACMR, etc., connecté au dashboard PNLP et celui de la surveillance des 22 maladies à potentiel épidémique au niveau pays. Et par rapport à la pérennisation, la vision du président de la République de faire du numérique un levier de développement pour les pays vient de renforcer une fois de plus davantage la philosophie de la pérennisation de l'utilisation des outils digitaux avec la création du ministère du numérique et la création de l'Agence de santé numérique intervenue en 2018 sert le pays du principal catalyseur et régulateur de la transformation numérique du secteur de la santé en RDC, notamment les développements et validations de la feuille de route budgétisée d'investissement dans la santé numérique permettra une mise en œuvre efficace de la stratégie nationale de la santé numérique en RDC. Enfin, les pays prévoient de normaliser les outils digitaux de santé pour améliorer l'architecture de la santé digitale en RDC. Et donc, voilà là quelques perspectives nationales au niveau de la RDC pour la pérennisation de la santé numérique en RDC. Merci. Merci beaucoup, Jiko, de vous avoir écouté sur comment les RDC utilisent la numérisation et comment les outils transforment la gestion des données en RDC. Nous passons vers notre intervenant, Dr Mama, qui est le directeur de contrôle des maladies, qui va nous parler sur comment la Guinée a utilisé ces outils numériques pour la gestion et l'élimination du paludisme. La parole est à vous. OK, merci beaucoup. Et l'occasion m'est donnée aussi de remercier MMV, CRS, tous ceux qui nous appuient sur le terrain en matière de capitalisation de nos données aussi et d'avoir les expériences des autres pays. Donc, dans le cadre de la... Vous m'entendez, s'il vous plaît, pour ne pas que je continue à parler? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, si vous m'entendez, je peux continuer. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, c'est bon. OK. Donc, l'exemple de la Guinée, de la digitalisation dans le cadre de la lutte contre le paludisme remonte un peu depuis 2016 avec la prévention du paludisme saisonnier qui couvrait à l'époque, donc, progressivement jusqu'en 2017, 17 districts sanitaires. Et là, nous avons essayé, avec les papiers, de comprendre qu'il y avait beaucoup d'outils, primaires, secondaires aussi, et qu'il y avait des difficultés et le temps de travail était vraiment beaucoup plus grand. Et de l'autre côté, donc, il fallait essayer de réduire ce temps de travail. Donc, on a expérimenté les tablettes au niveau des districts sanitaires. Au nombre de 17, donc, on a donné 17 pour les gestionnaires de données. À ce niveau, les données étaient remontées des centres de santé vers la DPS. Et donc, l'agent du centre de santé n'était pas suivi dans son centre de santé, ni le distributeur au niveau village. Ceci a continué jusqu'en 2021. Et nous avons essayé en 2021 d'essayer d'expérimenter au niveau des centres de santé. Et cette fois-ci, on est allé dans un district sanitaire qui est Sigiri, qui est une zone minière. Dans cette zone minière, nous avons donné non seulement au centre de santé, mais on est allé jusqu'au niveau des distributeurs dans les villages. Avec la tablette que nous avons essayé de faire un paramétrage avec le DHIS2, donc capture, l'Internet au niveau communautaire, et cela nous a permis quand même de réduire le temps de travail. Juste une petite chose, Dr Lama. Est-ce que vous pouvez mettre en mode présentation, s'il vous plaît? Alors, voilà un peu comment nous allons un peu commencer le plan de travail. C'était l'historique
Ici, vous allez voir les interprétations digitales et nous avons l'impact ou perspective de ces interventions, les leçons apprises de ce que je viens de dire et les mesures de pérennisation pour la mise à échelle. Donc, la CPS, comme je le disais, parce que ça ne passait pas, nous avons commencé donc au niveau des districts sanitaires. Et pour ce faire, nous allons essayer de faire de l'application DACS sous capture avec les tablettes. On a fait la numérisation des données donc primaires qui consiste à la carte, au registre, mais aussi à la fiche de pointage au niveau centre de santé avec les districts. Ceci nous a simplement permis de savoir au niveau du serveur ici comment la campagne se passait. Mais sur le terrain, on ne pouvait pas voir la progression des équipes de distribution de la CPS. Mais on a quand même constaté une diminution du salaire de travail. En 2021, comme je le disais tantôt, nous sommes venus dans un district pilote donc, où il y a beaucoup de problèmes avec l'extraction minière. Nous sommes allés, on a pris 3 centres de santé avec la quantité de tablettes que nous avons. On a reparti donc aux distributeurs au nombre de 2 donc, par équipe. Ceci nous a permis de réduire le temps de travail et d'avoir les données à temps et de faire un suivi de ces équipes dans les centres de santé. Il y avait une nette différence avec les centres de santé qui n'avaient pas de tablettes. Cependant, avec DACS sous capture, l'agent de santé qui travaillait ne pouvait pas voir la tendance évolutive de la couverture jour par jour parce que cette application ne lui permettait pas. 2021, fort de toutes ces expériences, nous avons décidé d'aller à l'échelle avec la campagne de MILDA. On a essayé donc de changer l'application DACS2 avec une application locale ici, l'instance que nous avons, qui nous permet dans les tablettes non seulement d'avoir les mêmes informations, donc de faire la numérisation des données dans les ménages avec les distributeurs, mais aussi d'essayer de voir tout ce qui concerne de façon réelle le suivi de nos agents. Je vais vous dire que ceci a pris du temps parce que quelque part, il fallait acheter, je vais vous informer que cette année, nous avons à distribuer 9 millions de moustiquaires. Donc, on doit utiliser 7000 Android à travers 38 districts sanitaires, c'est énorme. Il fallait donc acheter ces tablettes en dehors du pays, ça a pris du temps. Les paramétrer, ça a pris du temps. Donc, la formation s'est faite de façon en cascade, de façon progressive. Et à date, nous sommes en train de faire le dénombrement. En termes d'impact et de perspective, nous avons vu que ça améliore le suivi instantané et la supervision des activités sur le terrain. Comme je viens de le dire, à date, même ceux qui utilisent les tablettes, à la fin de la journée, en off, ils peuvent s'asseoir et voir comment a été la progression. Au même moment, les superviseurs, dans les districts et au niveau de Conakry, suivent l'évolution progressive des équipes dans le dénombrement, parce que nous sommes à la phase de dénombrement. Donc, l'augmentation de la productivité, ça c'est évident au niveau des ménages, et les gens se sentent vraiment responsables parce que quelque part, à l'intérieur de l'application, nous avons donc des QR codes qui permettent de prendre toutes les données, donc d'identifier la personne qui va faciliter donc le processus de distribution. Là, si nous parlons de la réduction des outils, c'est que le coupon électronique, en lui seul, prend 6 outils primaires si c'est la forme papier. La distribution, pareil. Donc, ça réduit nettement le nombre d'outils, donc ça réduit le temps occupé par les gens. Ça facilite l'amélioration des outils sur des stocks aussi que nous avons sur le terrain, la réduction de la charge de travail. Et pour les superviseurs, mais aussi pour les distributeurs, est évident. On a fait l'expérience actuellement dans 3 régions sanitaires, Bokeh pour le professeur Jean-Louis qui connaît un peu le vers Bokeh. Donc, on a fini avec la B aussi. Ça réduit le délai d'attente, surtout des bénéficiaires qui viennent. Dans les familles aujourd'hui, nous connaissons que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont liées et en termes un peu de réduction de temps pour la COVID, au niveau des familles, du fait que ce sont les tablettes, on prend moins de temps. Donc, les bénéficiaires attendent moins. On constate qu'il y a une amélioration, mais aussi la sécurité des données est assurée même des bénéficiaires.
Ces données nous permettent au fur et à mesure de faire des graphiques, donc ça nous permet de faire une enquête de couverture instantanée avec les tablettes. Au terme de tout ceci, voici les leçons que nous avons apprises. En termes d'opportunités, nous voyons que vraiment la couverture électronique, elle est mobile dans les mains des gens. Les agents aujourd'hui et le distributeur et le superviseur de proximité, le jour sait combien il lui reste à faire, étant donné que dans la planification, il a projeté. Ça donne actuellement une expertise locale en technologie parce que tout le monde a apprécié ça et je voudrais dire que c'est la première fois que nous allons faire ça en Guinée. Et il est aussi à noter que tous les programmes vont bénéficier de cet outil parce qu'à la fin, on va garder ces tablettes au niveau des districts sanitaires. Nous avons expérimenté, ce qui fait que le projet pilote que nous avons fait à Sigiri nous a permis de réaliser tout ce qui était des attentes. Cependant, il y a un problème. Les défis sont, au départ, la synchronisation lors de la formation. Les gens qui prennent les informations parce qu'il n'y a pas d'Internet en offre, quand ils cherchent l'Internet, deux fois, ils ont l'accumulation, ils avaient des problèmes, ça a été corrigé. La maintenance aussi des appareils, comme c'est leur première fois, il fallait mettre une équipe, ce qui a fait que nous avons mis des points focaux de digitalisation dans toutes les préfectures pour assurer la proximité dans la maintenance. Il faut aussi reconnaître qu'il y a un besoin de formation accrue depuis le niveau régional, le niveau préfectoral, centre de santé et surtout les distributeurs, ce qui fait qu'on a mobilisé assez de superviseurs qui ont été formés en cascade et qui sont en proximité. Bref, voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, pour les mesures de pérennisation, nous avons, dans le cadre de la formation, continué à échelle la formation de tout le monde. La politique de rétention donc, des distributeurs et des superviseurs en dépend parce que la charge de travail étant moindre, aujourd'hui on a la chance, ils l'ont affirmé avec l'expérience pilote que nous avons fait, mais aussi la stratégie de couverture en Internet avec les partenaires et les agents téléphoniques aujourd'hui en Guinée. Les gens se disent que notre système qui est là à Conakry, le serveur est utilisé au moins par un système de santé. Donc, il y avait le DSS tout, mais c'est vrai parce que ça ne partait pas au niveau communautaire, mais avec cette fois-ci la tablette et la campagne, nous allons jusqu'au niveau communautaire. Nous avons aussi assuré une politique de maintenance et de contrôle des tablettes pour nous permettre à ce que nous avons acheté puisse servir à la campagne CPS de cette année, mais aussi les autres programmes. Nous sommes en train aussi de veiller à l'évaluation et à l'amélioration continue du système de ce digital au niveau du pays à travers ce projet pilote-là avec la campagne MILDA. Donc, voici un peu de façon ramassée. Ici, cette figure prouve que nous sommes au niveau communautaire, c'est un centre de santé pour tout part. Je vous remercie. Merci Eugène pour cette très belle présentation de l'expérience en de la Guinée utilisant les outils digitaux. Nous sommes donc au terme de ces 3 présentations dans lesquelles nous avons fait un voyage entre le Bénin, la République démocratique du Congo et la Guinée pour voir comment, en tout cas, les programmes paludisme, en tout cas, comment ceux qui interviennent dans le domaine de la santé peuvent améliorer les interventions en utilisant les outils digitaux. Mais peut-être avant qu'on passe la parole aux différents participants pour qu'ils puissent vous poser des questions, nous avons peut-être déjà des questions à vous poser. On sait qu'il y a des problèmes. Donc, nous voudrions savoir un peu quels sont les défis réels que vous avez réellement rencontrés dans la mise en œuvre de ces différentes interventions. On sait qu'il y a eu le DHIS2 qui est utilisé un peu partout. On sait que le Bénin a utilisé Red Rose. Parfois, il se pose des problèmes d'interopérabilité. Donc, qui veut commencer par répondre à ces questions-là? Quels sont réellement les plus gros défis que vous avez rencontrés? Et aussi, comment était le vécu des partenaires, des gouvernants, du ministère, au niveau communauté et au niveau également des prestataires de soins? Quelle a été la réceptivité de ces outils digitaux? Oui, je commence le défi, je l'ai dit peut-être de façon rapide, c'est la disponibilité même. La mise à échelle de ces appareils, on parle de 7000. Alors au niveau local, on n'en a pas.
les partenaires se sont très sentis mal de commander ailleurs et que ça rentre. C'est pourquoi jusqu'ici, on a un lot qui reste. Et au niveau, donc, au niveau électronique avec le DHS2, je vous ai dit qu'au départ, quand on l'a rendu, on l'a mis sur les tablettes au niveau terrain, il y a un système qui manque dedans. Et ce système permet donc de nous permettre de faire un suivi des tableaux et de connaître quel est le niveau, la couverture. Avec le DHS2, capture, nous n'avons pas pu. Voilà un des défis surtout majeurs, c'est ce qui nous a amené à changer. Mais la facilité, c'est que l'application qu'on a mis dedans est interopérable avec le DHS2. C'est surtout l'avantage que nous avons. Au niveau donc de la perception des gens au niveau communautaire, nous n'avons pas encore eu beaucoup de choses là-dessus, étant donné que le plaidoyer et que la mise en place, nous avons mis en place des structures de gestion communautaire, même au niveau institutionnel, depuis le niveau central, centre de santé. Donc, chacun se rend responsable. Je vous donne un exemple dans une préfecture sanitaire où le préfet est sorti pour se rassurer de l'effectivité du dénombrement avec les tablettes. À ce niveau, on n'a pas eu de problème. Je vous remercie. Merci, merci. Je sais que Djiko a souvent dit... Oui, Aurore, oui, vas-y. Ok, d'accord. Bon, en matière de défis, je pense que j'en ai cité un certain nombre, mais les plus... Que vous nous dites le plus important pour vous, le plus important, c'est de réduire le coût de la digitalisation. Si nous voulons pérenniser les campagnes digitalisées, il faut voir le coût parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une intervention qui coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher, ça revient cher. Et pour pouvoir pérenniser ça, il est important que nous intégrons la digitalisation dans le système de santé comme un outil faisant partie intégrante des campagnes. Ça veut dire que le système de santé à tous les niveaux peut intervenir dans la digitalisation et que ce ne soit plus un système parallèle avec un consultant, avec à chaque niveau, qui recrutent des agents qui apparemment, en guillemets, maîtrisent plus les techniques, les outils TIC. Mais si c'est les agents du système de santé qui sont déjà agents de l'État, qui sont formés pour ça, va forcément revenir moins cher et ça permettra de pérenniser la campagne. Les défis également, c'est quand même les réseaux et Internet, c'est important si nous voulons travailler et avoir des données en temps réel. C'est important d'avoir une connexion Internet assez correcte. Alors, en matière d'inter... Oui. Oui, vas-y, termine. Oui, en matière d'interopérabilité avec le DHS2, la plateforme jusque-là n'était pas connectée. Mais nous sommes en train de travailler à cela avec les partenaires pour que nous puissions avoir sur le DHS2, on peut avoir toutes les données qui aient une interopérabilité. Donc, c'est en cours. Maintenant, est-ce que tu permets que je te dise par rapport au gouvernement? Je pense que chez nous, le gouvernement est vraiment pour la digitalisation. Et après, la digitalisation est en train d'œuvrer même pour que la digitalisation soit un outil pour toutes les campagnes de masse en santé. Toutes les campagnes de masse en santé, y compris les MTN, la vaccination. D'ailleurs, la campagne Concours a déjà commencé avec la digitalisation et c'est les données de base qui ont été mises en place par la campagne 2020. Ce sont ces données qui ont été actualisées pour les CPS et également pour la campagne en cours. Donc, c'est pour dire qu'au niveau du gouvernement, de la politique, ça va. Les soignants aussi, parce que ça évite déjà d'avoir beaucoup de papiers à remplir à la fois. Mais pour la communauté, nous ne pouvons pas dire exactement, puisque ça peut-être permet de leur réduire un peu le temps, mais on n'a pas d'informations assez importantes sur comment ils vivent la digitalisation. Voilà ce que je peux dire rapidement par rapport aux questions. Merci. Tu veux dire, Aurore, que on peut supprimer tous les papiers, tous les registres du système de santé et carrément avoir une collecte électronique? Ou les deux? On garde les deux? Ça dépend des campagnes. Quand je parle des campagnes, on n'a pas les deux. Hein. On n'a pas les deux dans les campagnes. Il y en a qui sont supprimés complètement, qui ne sont pas.
en version papier. C'est peut-être un risque, hein, mais bon, s'il y a un serveur, je pense que le problème peut être réglé. Maintenant, quand tu entres dans la digitalisation, la dématérialisation, peut-être dans l'information sanitaire, tu ne peux pas tout supprimer. Il y a peut-être des choses qu'il faut garder quand même en archive. Voilà. Merci. On va donner juste rapidement la parole à Diko pour qu'il nous dise de son point de vue. On sait qu'il y a une volonté politique en RDC, mais quels sont les défis réels ou problématiques que vous pouvez rencontrer? Exact, merci. Pour le cas de la RDC, comme je l'avais mentionné, en fait, les DHIS2 est utilisé au niveau des zones de santé, c'est-à-dire au niveau des formations sanitaires, il y a encore des systèmes papier et que l'encodage se fait mensuellement au niveau des districts sanitaires. Mais les plus grands problèmes, c'est vraiment au niveau de la capacitation des gestionnaires de données au niveau des zones de santé. Les gestionnaires de données sont plus capacités dans l'encodage des données, mais il y a beaucoup de lacunes en termes de logique d'intervention de programmes. Voilà, et cela entraîne vraiment des soucis en termes de cohérence des données. Et voilà, donc pour le RDC, je pense que les perspectives seront vraiment des capacités des data managers, non seulement dans la capture de données, mais aussi dans la logique d'intervention des programmes. Voire même les capacités en soins de santé primaire, par exemple. Cela faciliterait aussi, voilà, quand ils encodent les données, que ce ne soit pas un travail robotisé, mais un travail voilà, beaucoup plus logique. Et dans ce sens-là, nous pensons qu'il y aura nettement amélioration de la qualité des données. Merci. Merci beaucoup. Peut-être juste avant qu'on... Il y a déjà des questions sur le Q&A, il y a un truc sur les questions-réponses. Vous pouvez répondre directement, je pense, avant qu'on donne la parole aux participants. Moi, j'avais juste peut-être une dernière question pour vous. Comment, en fait, vous pensez que ces outils digitaux mis à échelle peuvent permettre d'atteindre l'élimination, par exemple, du paludisme? Merci, professeur. Oui, on a dit avec les avantages des outils. Les avantages des outils, si ça facilite le travail, aujourd'hui la charge de travail est telle que dans nos centres de santé, à part le paludisme, il y a autre chose. Mais pour des campagnes comme ça, où on réduit la charge de travail des gens, ça les permet réellement de faire autre chose. La campagne MILDA, nous, ça nous prend banalement 3 mois. Et la CPS, vous connaissez, ça prend les 4 mois, on ajoute 1. Et à chaque mois, il y a 2. Donc, du fait que ça nous permet d'avoir tous les éléments avec une bonne traçabilité, ça nous permet de faire des prises de décision pour tous les paramètres que nous avons dans le cadre du suivi. C'est un outil de gestion de suivi à temps réel, donc on n'attend pas. Et aussi, ça réduit le temps d'attente des gens. Aujourd'hui, le fil d'attente des bénéficiaires pour nos activités pourrait être un élément de démotivation. Si on parvient à réduire ça, on facilite leur abord à nos services et soins. Voilà de façon un peu ramassée comment nous pensons que la digitalisation de nos activités pourrait avoir une valeur ajoutée sur le plan de la réduction des cas de paludisme. Merci, prof. Diko? OK, merci beaucoup, professeur. Parlant de l'élimination, nous pensons que les outils digitaux ont un rôle très important. D'abord, pour l'élimination, nous avons besoin de la disponibilité des données, la qualité des données au moment opportun pour vraiment la prise de décision. Et voilà, les outils digitaux vont aider les pays à avoir accès aux données vraiment au moment opportun. Et cela va aider vraiment les systèmes de suivi et évaluation d'agir en temps réel au lieu de suivre les événements. Donc, il y a aussi, par exemple, au niveau de la RDC, nous avons les pays aujourd'hui une plateforme d'intégration des données. C'est-à-dire, nous avons diverses sources de données. Et avec cette plateforme de données, nous avons la possibilité voilà, d'avoir toutes ces données dans une même plateforme et faciliter les analyses pour la prise de décision au moment opportun. Merci. Oui, Aurore? Oui, merci Jean-Louis. Je pense que mes prédécesseurs ont dit l'essentiel. Déjà,
la digitalisation permet d'avoir quand même la qualité des données qui est déjà un problème dans nos pays. Nous avons un problème de qualité des données et ce problème de qualité est d'autant plus crucial que tous les chiffres que nous donnons qui sont dans les rapports mondiaux et tout ça, on ne peut pas s'assurer que c'est des chiffres réels. Et pour aller à l'élimination, il faut qu'on puisse avoir une surveillance épidémiologique correcte et les outils digitalisés peuvent nous aider à atteindre ce niveau de qualité des données. Une fois qu'on a une qualité des données, sachant que les décisions sont prises, des orientations stratégiques, des interventions sont faites à partir des données, je pense que c'est un élément très important qui peut aider dans l'élimination. Merci. Merci beaucoup, merci pour vos réponses. On va ouvrir la possibilité aux participants qui sont là de pouvoir poser des questions. Donc, le débat est ouvert. Je lis l'une des questions provenant des participants. La première question que je lis porte sur l'efficacité en matière de coûts. Alors, je pense que je vais donc laisser Orefest répondre et ensuite Jeanne et Jico dans cet ordre-là. Le professeur Auré. Nous n'avons, je ne veux pas dire qu'on a fait une analyse des coûts. On n'a pas fait une analyse des coûts. On sait que, c'est ce que je disais tantôt, on sait que nous avons réduit l'utilisation des documents et la copie, tout ce qui est document édité a un coût. La digitalisation aussi a un coût, mais dit que bon, qu'est-ce qui coûte plus cher que l'autre? On n'a pas, j'ai pas cette précision vraiment, j'ai pas la précision, je ne peux pas donner la précision. Je sais que la digitalisation, mais la digitalisation va coûter beaucoup plus cher. Le coût élevé de la digitalisation peut être dû au fait, comme je disais tantôt, de la façon dont c'est monté, parce que actuellement c'est une innovation dans nos pays et c'est des consultants externes qui viennent travailler sur toute la chaîne, au niveau national, au niveau intermédiaire, au niveau zone, tout ça là, c'est des gens qui sont recrutés et ça a un coût élevé. Et je pense que quel que soit ce qu'on fait quand on va introduire la digitalisation dans le système de santé et que c'est nos agents de santé qui vont faire la digitalisation, qui vont travailler à la digitalisation, je crois que forcément nous aurons un bénéfice coût, un bénéfice coût. Merci. Et est-ce que vous pouvez peut-être aussi parler, combien de temps est-ce que vous pouvez penser pour amortir l'investissement sur la digitalisation? Je sais que vous avez dit vous savez pas vraiment un coût, mais il y avait un coût à la commencement. Qu'est-ce que vous pensez, combien d'années besoin vous pour faire les amortissements? Pour amortir les coûts, tout dépend, c'est les coûts pour acheter les équipements et tout ça, acheter les équipements et puis le coût payé aux consultants. Mais amorti, c'est dans quel sens? Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas compris pour amortir, dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens qu'arriver à un niveau donné, on n'a plus on ne sent plus le coût de la digitalisation, c'est ça? Je ne sais pas. Oui, c'est pour amortir les coûts à la commencement, pour les utiles, pour tout. Je sais que bien sûr, il y a les coûts pour chaque année, mais à la commencement, il y a beaucoup de pays qui disent, alors à la commencement, il y a un coût vraiment énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, pour combien d'années vous pensez pour amortir les coûts? Oui. Oui, bon, quand je prends les appareils, tout ce qui est appareil, quand vous achetez une fois, vous n'achetez plus après. Quand vous achetez une fois, c'est déjà bon. Donc, ça dure au moins quelques années, les appareils, 2 ans, 3 ans, avant que peut-être ça ne commence pas. Ça dépend de l'appareil qui est acheté. Donc, on a au moins pour les appareils, le coût, dès la 2e année, il est diminué. Mais de la 2e année, le coût est diminué. Mais par contre, le coût de consultant, du personnel qui est à la digitalisation, ça a du mal à diminuer parce que c'est les mêmes qui sont là, ça a du mal à diminuer.
Et donc, ce coût sera diminué, je répète encore, lorsque ce sera les agents du système de santé qui vont opérer sur la digitalisation. OK, merci professeur. Dr. Eugene? Oui, merci. Et rapidement, moi, je dis, nous aussi n'avons pas fait une étude de coût efficace, mais au regard de tout ce que nous avons présenté comme opportunité, si nous prenons le coût d'opportunité, c'est clair, nous sommes en train d'aller vers la digitalisation en tenant compte de tous ces nombres d'outils que nous avons mis à l'écart, mais aussi la facilité d'utilisation, le temps que nous allons gagner là-dessus. Et je vous ai dit que nous, on a essayé de faire une réunion au ministère de la Santé. Ces tablettes vont être utilisées par d'autres programmes. Nous allons utiliser ces tablettes non seulement pour la CPS, mais pour la campagne et d'autres. Et ça pourra faire 2 ans selon ce qu'ils nous ont vendu. Pour le moment, nous pensons qu'en termes de coût d'opportunité, oui, on peut se prononcer à la positivité, à l'affirmatif, oui. Mais on n'a pas fait de coût, de calcul d'efficacité, de coût d'efficacité. Merci. Très bien, j'avance donc vers la prochaine question portant sur l'intégration entre paludisme et d'autres domaines de maladie en matière de leçons apprises et à retenir, portant sur la digitalisation et le paludisme. Quelle intégration envisagez-vous? Et à quel moment est-ce qu'on parle d'une norme en matière de stratégie? Je vais démarrer avec professeur Aurore. Oui, OK. En matière d'intégration, je pense que j'avais dit tantôt que le ministère de la Santé est en train de prévoir et sur la voie de mettre toutes les campagnes de santé, à digitaliser toutes les campagnes de santé. Et c'est piloté, même le processus en train d'être piloté parce que le PNLP était le pionnier dans la digitalisation. Et le PNLP est la direction des services informatiques du ministère de la Santé. Et le programme de lutte contre les maladies non transmissibles également. Donc, comme je disais tantôt, actuellement, le programme ONCO a utilisé la digitalisation pour la distribution de l'ivermectine au cours de la campagne passée déjà. Donc, ils ont utilisé, c'est le même opérateur, ils ont utilisé la base de données qui est disponible par le PNLP pour pouvoir faire la campagne ONCO. Et donc, d'autres perspectives sont en cours pour les autres campagnes de santé, aussi bien pour les autres maladies dans lesquelles on fait l'administration de médicaments comme la filariose lymphatique, l'onchocercose, etc. Mais également, pourquoi pas, la vaccination aussi. Donc, l'intégration est en bonne voie au niveau du Bénin. Merci. Thank you very much. Chico, souhaitez-vous répondre à cette même question sur l'intégration? Bien, merci. Oui, comme j'avais dit dans ma présentation, en fait, au niveau de la RDC, la collecte digitale des données, c'est encore au niveau des projets. C'est-à-dire, ce sont vraiment des projets qui utilisent les outils mobiles de collecte des données. Et voilà, après, quand le projet prend fin, voilà, il n'y a pas passage à l'échelle. C'est ça vraiment les grands défis que nous avons au niveau pays. Mais aussi, les choses avancent très vite. Récemment, au mois de mars, le pays venait de valider la feuille de route budgétisée pour soutenir la santé digitale. Et voilà, ça, c'est vraiment une opportunité qui va aider les pays vraiment de faciliter vraiment l'intégration des outils digitaux. Donc, voilà ce que je peux dire. Thank you very much, Dr. Eugene. Merci. Nous avons intégré cela avec nos activités de digitalisation avec le programme élargi de vaccination, avec la santé maternelle et la santé communautaire. Avoir les bases de données que nous avons, les enfants de moins de 5 ans sont identifiés, sont répertoriés, les femmes aussi enceintes. Et l'année passée, nous avons fait un test que je n'avais pas dit dans une région sanitaire à l'Abbé, où on a essayé de faire la mutualisation avec la vaccination. Et à ce niveau, il y avait une très faible couverture. Nous avons essayé avec ces tablettes dans les centres de santé, ça a permis vraiment de voir la traçabilité. Donc voilà, nous pensons faire
la mutualisation avec les données que nous avons au niveau des 3 programmes. Merci. Thank you. Il nous reste 5 minutes. Je décide ainsi d'accorder quelques instants à chacun et chacune pour des derniers mots en matière d'élimination de paludisme. On commence par Jico. Mais je pense qu'on avait discuté un peu par rapport à cela tout à l'heure, en quoi la digitalisation peut aider à l'élimination du paludisme. Bon, avait parlé du fait que il va y avoir, avec la digitalisation, le personnel va être plus disponible, plus accueillant. Il va y avoir une fréquentation des centres. Et quand il y a une fréquentation des centres, ça veut dire qu'il y a plus de malades, des gens qui viennent pour la consultation et qui vont être traités. On va réduire déjà les mortalités. On va réduire la mortalité. L'autre chose qui est importante, c'est la qualité des données. Parce que la qualité des données pose vraiment un problème aujourd'hui. Et si nous avons la digitalisation, c'est un outil qui peut permettre d'avoir des données de qualité. Et si nous avons des données de qualité et fiables, c'est important pour orienter les interventions. Savoir que dans cette zone, effectivement, la prévalence est de ceci, l'incidence des cas, c'est comme ça, effectivement, et orienter les stratégies et comment on appelle ça encore, la cartographie. La cartographie, et quand on va faire une cartographie, on saura que c'est une cartographie réelle et on orientera les interventions en fonction des données que nous avons. Donc ça peut aider, ça peut booster à mettre en place des stratégies d'intervention qui peuvent amener à l'élimination. Donc voilà un peu comment je vois ça. Donc, pas de la digitalisation à l'élimination. Quelles sont vos pensées en la matière? Ok, merci. Parlant de l'élimination du paludisme, nous voyons la surveillance comme une intervention clé. Et cette surveillance a besoin d'un appui de la digitalisation pour la disponibilité des données en temps réel et faciliter les orientations quant aux approches d'intervention. Donc, nous pensons que la digitalisation reste un paramètre clé pour appuyer la surveillance du paludisme afin d'arriver à l'élimination, bien sûr, avec des données de qualité. Merci. Si professeur Aurore est prête, vous pourriez prendre la parole. Je donne à vous la dernière parole avant. Merci beaucoup. Je m'aligne sur les deux premières propositions. Mais en termes de besoins, parce que vous avez soulevé, nous, on a dit qu'on vous a dit qu'on a un serveur local qui ne nous permet pas vraiment de bien stocker. Si on peut vraiment trouver de l'opportunité, il n'y a pas de problème. Mais aussi, on aurait souhaité, à la base de ces questions-là, de faire une étude quand même de coût efficace pour montrer aux partenaires qui ont acheté, mais aussi à l'État qui s'investit, que c'est une activité porteuse. Parce qu'après 2 ans, on devra se prononcer sur l'achat de nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Abena pour cette modération wonderful. Merci à Eugène, merci à professeur Aurore, merci à Jico. Donc, cette session, en tout cas, nous a permis de passer en revue tous les défis d'ordre logistique, d'ordre financier, d'ordre de ressources humaines, matérielles et autres. Mais en tout cas, vous êtes tous d'accord que en tout cas, mettre les outils digitaux permet de renforcer le système de santé. Mais il faudrait en tout cas que ce soit fait autour d'une bonne stratégie nationale, autour d'un plan national, en tout cas de santé digitale, pour pouvoir mieux planifier et mieux organiser cette intervention-là. Et donc, ça peut se faire autour d'une entreprise architecturale, de pouvoir mettre en place de bonnes plateformes intégrées, de pouvoir en tout cas veiller aux aspects qui concernent la bonne gouvernance, aussi mettre en place tout ce qui est réglementation et former. Beaucoup de commentaires dans le chat ont parlé de la formation, le renforcement de capacités, sans oublier également le coût.
Et tout cela peut nous permettre en tout cas d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés, qui est la réduction de ces maladies-là, dont le paludisme, mais également des autres maladies. Donc, merci à vous tous, merci à vous et bonne suite de conférence. Merci.